Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon. Voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute! Est-ce que ça vaut la peine de mettre en place des solutions coûteuses, techniques, politiques, personnelles pour la lutte environnementale ? Est-ce qu'on n'est pas déjà foutu de toute façon ? Et puis, est-ce que ce ne sera pas de toute façon beaucoup trop coûteux ? Si la foi n'est pas de l'utilitarisme, mais l'espérance des choses qu'on ne voit pas, alors les actes pour la planète, c'est un peu des actes de foi. Mais en quoi ? On en discute avec notre invité Jean-François Mouot, écolo et engagé. Générique. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs de Sagesse et Morito. Si c'est le tout premier épisode que tu regardes, n'oublie pas de t'abonner et puis de liker, partager. Vraiment, ça nous fait très plaisir et ça nous aide beaucoup. Je dis bonjour à JC et Christelle, mes fidèles accompagnateurs dans cette folle aventure de Sagesse et Morito. Salut Léa. Salut Léa. C'était presque en chœur, ça aurait été vraiment très beau. On travaillera la synchronisation. Salut Léa. Mais surtout, je dis bonjour à notre invité du jour. Si vous avez déjà suivi les épisodes précédents, vous le connaissez déjà un petit peu. On va le représenter. Jean-François, bonjour. Bonjour. Écolo et engagé et bien plus encore, directeur de l'association Arocha France, docteur en histoire et auteur de nombreux ouvrages, articles. N'hésitez pas à le checker sur le web. Cet épisode, c'est sur les solutions coûteuses en technique, en engagement politique et autres pour sauver la planète. Mais avant de laisser la parole à Jean-François pour nous en dire plus, pour nous dire si ça vaut la peine de faire ces petits pavés dans la mare en espérant que ça change quelque chose, JC, est-ce que tu veux bien nous lancer dans la question ? Oui, donc l'intention était noble, intégrer dans la taxe sur l'essence son coût environnemental, une taxe carbone qui est appelée à augmenter graduellement jusqu'à 100 € la tonne. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que cette taxe devait devenir l'étincelle d'un mouvement de révolte, celui des Gilets jaunes. S'il semble y avoir un consensus général sur l'importance de lutter contre les changements climatiques, la manière dont cette lutte va être menée ne fait pas tout à fait l'unanimité. Les économies avancées doivent en faire plus, certes, mais dans ces économies avancées, il y a des familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Donc, une taxe sur le pétrole, ça nous affecte moins quand on habite dans un arrondissement de Paris, près du métro, dans un petit appartement qui est pas très compliqué à chauffer et qui a été construit récemment, que lorsque on a 3 enfants, qu'on habite dans le fond de la Drôme et on doit utiliser sa voiture pour aller à peu près partout. Depuis les Gilets jaunes, il y a eu plusieurs mouvements de contestation qui se sont soulevés, en quelque part, en réaction à des politiques environnementales. On peut penser en particulier à la Hollande. Premier mouvement de manifestation des fermiers hollandais en 2019, lorsque le gouvernement a annoncé l'intention de réduire la production animale de 50%. Puis, plus récemment, avec une nouvelle politique de réduction d'usage d'engrais, des révoltes ou des manifestations qui ont paralysé le pays. Le constat, c'est que dans la lutte contre les changements climatiques, les gouvernements semblent être pris entre l'arbre et l'écorce. D'une part, le besoin d'agir et d'agir pour les générations futures à long terme, mais de demander des sacrifices et des sacrifices qui sont difficiles à répartir équitablement. Donc, comment assurer à ceux qui font des sacrifices qui ne seront pas faits en vain et comment assurer un partage équitable des sacrifices à faire par rapport à l'environnement? Alors la question est assez vaste. Oui, Effectivement, je pense que tu as parlé de la crise des Gilets jaunes et je fais partie de ceux qui ont longtemps soutenu le fait d'avoir une taxe carbone tout en étant conscient que ça serait très 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 compliqué à mettre en place parce que j'avais déjà l'exemple en tête à l'époque avant les Gilets jaunes
j'utilisais souvent cet exemple d'une taxe un peu similaire qui avait été envisagée par le gouvernement britannique en 2001, je crois, qui avait suscité aussi un lever de bouclier. Ça avait été beaucoup plus court et un petit peu moins violent que les gilets jaunes, mais ça avait déjà bloqué le pays en 2001 pour les mêmes raisons. En Mmh. fait, une taxe sur le carbone. Et je reconnais que cette taxe carbone doit être, si elle est mise en place, doit être faite de façon équitable. Mmh. Et effectivement, dans le cas des gilets jaunes, je pense que c'est le principal reproche qu'on peut faire à cette mesure. Elle était, je pense, juste dans son idée, dans l'idéal, hein, et comme tu l'as dit, les gouvernements sont souvent confrontés à ce problème de trajectoire de société où on veut faire quelque chose de bien, on en a parlé dans l'épisode précédent, ça rappelle le problème du péché. On veut Mmh. faire quelque chose de bien et puis en fait, on fait mal, On rate la cible. on rate la cible. Voilà. Et là, je pense que c'était effectivement une erreur du gouvernement, mais je jette pas la pierre dans le sens où j'aurais pu faire tout à fait la même Mmh mh. erreur. Mmh. Et encore une fois, j'étais tellement focalisé peut-être à l'époque sur l'intention que j'ai sous-estimé les conséquences de cette crise. Et sur le principe, tu trouves que c'est logique qu'on paye plus? En fait, il y a deux possibilités de réduire la consommation, parce que je pense que oui, il faut, c'est pareil, on a pris, je dis on, c'est-à-dire les gouvernements du monde entier ont pris des engagements qui consistent à dire il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles, il faut couper énormément dans l'utilisation de ces énergies fossiles. Alors, pour réduire, on peut bien sûr remplacer une partie de ces énergies fossiles par des renouvelables, des énergies renouvelables par exemple, comme les éoliennes, des panneaux solaires, tout ce qui, ou des barrages hydroélectriques, si on Au est au Québec. Canada, au Québec. Euh, Les Sachant que centrales nucléaires. ça peut être aussi des centrales nucléaires. Alors là, il y a tout un débat sur est-ce que le nucléaire est vraiment une énergie décarbonée. Voilà, il y a des coûts aussi carbone en fait du nucléaire, hein, dans l'acheminement la construction, le démantèlement des centrales, etc. C'est un autre débat. Je pense que ce qu'on peut dire raisonnablement, c'est qu'il n'y a pas d'énergie aujourd'hui, aucune énergie qui est entre guillemets pure, qui ne pose aucun problème. Propre. Oui, propre, ça serait le bon terme, mais souvent, on parlait de la recherche de la pureté. Il y a une espèce Ouais. d'idée générale que tant que je roule en voiture électrique ou que je suis branché sur de l'énergie verte, je suis pur. Enfin, j'exagère un petit peu, mais Mais du coup, j'ai fait ma part et du coup, Voilà, je il peux y a laisser un au petit peu gouvernement ces- faire voilà. le reste. Voilà. Mais donc, on a d'une part la possibilité, si on veut réduire les énergies fossiles, de un petit peu développer les énergies, enfin, il faudrait même les développer beaucoup, mais ça pose toute une série d'autres problèmes dont on pourrait parler, mais les bénéfices sont quand même supérieurs aux coûts en termes de... Ok. Voilà. Mhm. Mais il faut, à peu près tout le monde reconnaît qu'il va falloir aussi réduire la consommation d'énergie fossile. Et donc, pour réduire la consommation d'énergie fossile, on ne pourra pas complètement remplacer par des énergies renouvelables, eh ben, il va falloir effectivement faire preuve de sobriété. Et donc, pour atteindre ces objectifs de sobriété, on a deux solutions majeures, soit la taxation, soit le rationnement. Mmh. Ok ? Ah ouais. Dans beaucoup de pays du monde, la solution du rationnement est une solution qui serait peut-être à privilégier par rapport à celle de la taxation. Parce Donc que c'est rationner, ça veut dire limiter de force, quelque part, ou par Ouais. la loi, on va dire, hein, pour un peu plus doux, Mhm. notre consommation de diverses choses, c'est ça? Ouais, tout à fait. Par exemple, alors on peut prendre l'exemple du rationnement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah. Hein. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une pénurie de ressources, pénurie d'essence notamment, et il y a eu des rationnements. Alors en France, le rationnement est vécu comme quelque chose de pas très positif parce que ça a été imposé Tu par m'étonnes. les Allemands. Et ça a eu des effets coercitifs très forts sur la population. Mais par exemple en Angleterre, où des études ont été menées, qui montrent que le rationnement est beaucoup mieux perçu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant le rationnement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi des rationnements qui n'étaient pas imposés par les Allemands, mais qui étaient imposés par la situation de guerre. Et en fait, des études montrent que, par exemple, dans les milieux populaires, les gens ont été mieux nourris pendant la Deuxième Guerre mondiale que sous l'économie libérale où c'était un peu Pourquoi ? chacun... Tout simplement parce qu'ils avaient... qui dit rationnement dit aussi garantie d'approvisionnement. Chacun a la même chose. Ah oui. Et donc les plus pauvres, en fait, avaient un accès aux denrées que économiquement ils n'avaient pas auparavant. Donc, Mais- si je comprends bien, le rationnement du pétrole, ce serait de dire que chaque citoyen français a droit à tant de litres par mois, puis
Tout Soit à qu'il fait. peut l'utiliser ou en acheter d'autres qui en ont pas de besoin. Puis, Voilà, et l'avantage du rationnement, c'est que ça permet d'être juste. Parce que, à juste titre, ce que les gilets jaunes pouvaient dire, ou d'autres, c'est ben, pourquoi moi je ferais des efforts, on me taxe sur. Voilà, et à côté de ça, je vois des gens qui ont les moyens financiers, mais qui vont prendre des jets privés, ou C'est qui ça. vont chauffer leur jacuzzi au milieu de l'hiver, qui vont faire n'importe quoi. Et moi, voilà. Donc il y a une notion de justice dans le rationnement qui est importante, mais qui est plus politiquement difficile à mettre en place. Ouais. Peut-être parce que quand on est dans le rationnement et donc dans le consommer moins plutôt que payer plus, on est dans le payer plus en inconfort. Et ça, on a de la peine à revenir dessus. Oui, tout à fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que je dirais, c'est que, en fait, on pourrait voir les choses un petit peu différemment. On a parlé de sacrifice, hein. Mhm. Finalement, j'aime bien faire la comparaison avec la vie chrétienne. Quand on fait un sacrifice pour Dieu, quand on s'engage dans une vie de foi, dans un précédent épisode, j'ai parlé de l'engagement pour le mariage, ça pourrait être la même chose aussi, c'est qu'on renonce à des choses dont la Bible nous dit qu'elles sont pas bonnes pour nous. Est-ce que tu peux donner un exemple pour les auditeurs? Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Par exemple, le fait de ne pas aimer l'argent, hein. La Bible nous met en garde contre l'accumulation de l'argent, l'accumulation des biens et des richesses, comme étant un leurre, comme étant un mensonge, comme étant même de l'idolâtrie, pour reprendre Langage un biblique. vocabulaire, un langage biblique. Et effectivement, on se rend compte à quel point l'argent a des effets délétères sur les gens qui s'adonnent à l'amour de l'argent. Et aujourd'hui, collectivement dans notre société, je pense qu'on est dans une forme de pathologie où on adore l'argent, on adore les biens matériels, on est Tu veux dire au sens religieux du terme, au adoré, quoi. ouais, au Ouais. sens religieux du terme, on a une fascination. Et la Bible nous met en garde contre, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas courir après l'argent, courir après des biens matériels en permanence, et en même temps être focalisé sur Jésus. La Bible nous met en garde contre ça de façon répétitive dans l'Ancien Testament aussi, contre l'accumulation. La Bible, le Nouveau Testament nous parle du contentement, hein, 1 Timothée 6 nous parle de la piété avec le contentement est source de grands gains. Donc l'argent, ce serait un des exemples de sacrifice. Par obéissance et par foi, on sacrifie l'envie d'accumuler, de devenir plus riche, etc. Mais ce que tu disais, c'est que le sacrifice, en fait, derrière, c'est une bonne nouvelle parce qu'on dit non à des choses qui n'auraient pas été très très bonnes pour nous. Tout à fait. Et en fait, par ce sacrifice, on a finalement plus de satisfaction profonde parce que la satisfaction ne vient pas des biens matériels. Ça, je crois que la Bible nous met clairement en garde contre ça. Et finalement, donc, ce renoncement n'est pas vraiment un renoncement, n'est pas vraiment un sacrifice. Mais il faut faire un pas de foi, en quelque sorte, pour le réaliser. Mais attends, j'ai envie de jouer un peu l'avocat du diable, parce que j'entends bien ton argument que le renoncement, ça peut être bien si on renonce à des choses qui sont en fait toxiques ou mauvaises pour nous. Voilà, quand on est accro à la cigarette, par exemple, de renoncer à la cigarette qui fait du bien quand on la fume, ben, en fait, c'est renoncer à quelque chose qui, au fond, est mauvais pour nous. Je comprends l'argument. Mais là, le débat, c'est payer plus pour sauver la planète. Et quelque part, s'il y a un rationnement, ça veut dire que qu'est-ce qu'on rationne, en fait? Parce qu'il y a des gens dans un bureau au ministère de je ne sais quoi qui vont décider abaisser la piscine pour la famille un tel, abaisser la voiture pour la famille un tel, c'est le fait de prendre l'avion pour la famille un tel. Est-ce que c'est plus l'État ou le gouvernement qui doit nous imposer des rationnements parce qu'eux voient nettement plus les implications que ça a? Ou est-ce que ça doit être un choix libre? C'est vraiment un dilemme. Oui, on pourrait parler de la notion de liberté, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un choix libre? Toutes les sociétés ont d'énormes contraintes. Aujourd'hui, on réclame la liberté de pouvoir choisir, de prendre l'avion, d'avoir une voiture du type qu'on veut, etc. C'est bien sûr une forme de liberté, mais la liberté de pouvoir respirer un air pur, la liberté de pouvoir sortir et avoir des enfants qui jouent librement dans la rue, c'en est une autre. Et on voit que souvent c'est incompatible avec le fait d'avoir une voiture du calibre qu'on veut et de pouvoir rouler à la vitesse qu'on veut. C'est pour ça que toutes les sociétés ont des règles, y compris les voitures. On ne peut pas rouler à plus de 50 en ville voilà. Mais en fait, par exemple, pour prendre l'exemple de la voiture,
c'est à la fois un instrument de liberté, bien sûr, et grâce à la voiture, on peut aller, par exemple, dans la nature, contempler la nature, aller aux champignons ou je ne sais pas quelle autre activité qui procure du plaisir, hein, donc, et de la satisfaction. Et je ne suis pas en train de dire que c'est tout blanc et tout noir. Mhm. Hein. Mais en même temps, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une étude qui montre que les enfants, il y a 100 ans, ils pouvaient aller librement se balader dans le quartier. Ils allaient, je sais plus les chiffres précis, mais c'est genre à 5 km autour de chez eux, Ouais. sans aucun problème. Ils étaient libres d'y aller. Et aujourd'hui, les gamins, ils sortent plus. Ce C'est qui est ça. très mauvais à la santé, à Le plein rayon de de points de vue. loisirs s'est Voilà. rétréci. Ouais. Voilà. Et ça, c'est principalement à cause des voitures. Donc, Mhm. la question Donc de tu la veux dire que la liberté de la voiture a remplacé quelque part la liberté d'aller et venir pour Exactement. les enfants. Tout à Ok, fait. ouais, ouais. Et donc, en fait, on est toujours dans des choix un peu cornéliens de Mhm. quelle liberté on va privilégier par rapport à une autre liberté. Donc, quelle Voilà. liberté est la meilleure? Et l'idée n'est pas que l'État nous impose des choix, c'est que on se pose collectivement la question de ces choix. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la question, elle n'est pas posée. Personne dans la société, aujourd'hui, ne se dit, bah tiens, est-ce que vraiment on a la liberté de ne pas avoir de smartphone? Par exemple, prenons cet exemple-là. J'écoutais il n'y a pas longtemps une émission qui parlait de ça. Collectivement, il n'y a pas eu de débat. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont collégiens. On est obligé d'avoir un smartphone pour pouvoir les inscrire à ceci, cela, voir les notes, voir les devoirs pour le lendemain. Ouais. Et il n'y a pas eu de choix de société collectif de dire, mais au fond, est-ce que c'est vraiment bien ça? Parce qu'il y a plein d'autres études qui montrent qu'il y a une addiction énorme des écrans. Tous les parents qui ont des ados, sauf quelques rares exceptions, ils ont le même problème. Et pourtant, on va vers toujours plus de numérique à l'école, etc. Ce qui n'est pas un choix de société. Et donc, ce que je pense les écologistes posent comme question avec justesse, à mon avis, c'est on a envie de se réapproprier ces choix et arrêtons de mettre en valeur la liberté d'avoir une voiture ou la liberté de voyager au-dessus de toutes les autres libertés qui sont en fait de facto bafouées. Si on revient à la question aussi du sacrifice, je pense qu'une objection qu'on entend souvent en société aujourd'hui, puis peut-être aussi au lendemain de la COVID, c'est encore pire, c'est que des fois on craint que justement on utilise certaines classes de la société, classes managériales, des élites, utilisent ce genre de crise-là comme une excuse pour justement restreindre la liberté des citoyens communs pour accumuler encore plus de biens, encore plus de pouvoir. On a vu pendant la COVID que la distribution des richesses entre les riches et les pauvres, c'est nettement empiré. Et Dans le sens, c'est plus inégal. c'est encore plus inégal. Je veux dire, le 0,1% de la société est encore plus riche aujourd'hui qu'auparavant. C'est ce qu'on entend souvent par rapport à l'environnement. Dire, on veut nous empêcher de circuler, on veut nous empêcher de prendre l'avion. Mais on sait très bien que pour une certaine classe de personnes, on va continuer à prendre des jets privés pour aller se chercher un latte à Los Angeles. Donc, comment est-ce que vous répondez à cette objection-là? Je pense que les plus riches ont beaucoup plus à perdre dans ce défi écologique que les plus pauvres, les plus modestes, parce que justement, si on va vers une forme de plus grande égalité de répartition des, entre guillemets, droits à polluer, eh bien, il y aura plus de justice. Donc, je crois que cette crainte, elle est, je peux la comprendre. Mais vous croyez vraiment au rationnement comme une manière de répondre à cette question-là, c'est ça? Est-ce que j'y crois en tant que praticien des sociétés humaines? J'ai du mal à y croire, mais en même temps, j'ai du mal à croire qu'on va pouvoir continuer comme ça. Donc, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, je ne connais pas l'avenir, mais je pense qu'on va être face à des telles contraintes qu'il n'est pas impossible que ces critères de rationnement soient appliqués et qu'au final, les gens y trouvent un certain compte. Je n'idéalise pas, je sais très bien que les sociétés humaines sont complexes et que je sais qu'il y a eu pas mal d'expériences dans le passé, je pense à l'expérience du communisme par exemple, qui ont mal terminé. Donc je ne suis pas en train d'idéaliser, mais en même temps, on est face à un problème qui demande à ce qu'on invente des nouvelles solutions. Et là, je pense que les chrétiens aussi ont des choses à apporter, parce que l'Évangile nous prépare déjà en nous mettant en garde contre les racines du mal qui nous affligent aujourd'hui.
Jean-François, on pourrait t'écouter parler pendant encore des heures et des heures et des heures. Et je dis toujours qu'il vaut mieux être frustré que saoulé. De fait, on est frustré de mettre un terme à cet épisode. J'ai juste envie de te demander de donner à nos auditeurs quelques clés. Très rapidement, est-ce que tu peux leur présenter les livres que tu as apportés Ouais. comme peut-être pistes pour poursuivre la réflexion. Et pour tous les auditeurs et auditrices frustrés, vous pouvez continuer en cherchant Jean-François Mouot sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ouais, en fait, en termes de ressources, Arocha publie des livres, publie aussi des podcasts, on a des webinaires, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. On a aussi un site de questions-réponses, donc ça c'est peut-être la première ressource, ça s'appelle questionsdefoi-et-d'écologie.fr, que vous retrouvez donc sur internet avec c'est une sorte de FAQ qui répond aux questions les plus souvent posées sur les questions entre la crise écologique et la foi. Voilà, avec des questions sur un peu des questions qu'on a abordées, mais abordées de façon un peu plus systématique. Voilà, vous trouverez sur notre site internet. Alors, ce premier livre. Alors, ce premier livre, donc, c'est Crise locale et effondrement global. Donc, c'est une réflexion d'un sociologue qui s'appelle Frédéric de Coninck sur la question de l'effondrement. Est-ce qu'on est vraiment face à un risque d'effondrement de nos sociétés ? Ici, c'est un livre de théologie, Dieu, l'écologie et moi, de Dave Bookless, donc, qui est le directeur de la théologie d'Arocha International, qui est docteur en théologie, et qui explore en fait tous ces thèmes de qu'est-ce que la Bible dit sur l'écologie, donc plutôt un livre de théologie. Un Dieu zéro déchet, qui est du même auteur, qui est un livre de témoignage de comment lui, en tant que pasteur, Dave Bookless s'est senti attiré, appelé plutôt à prendre au sérieux les questions d'écologie, et comment il a été amené à réhabiliter un espace dans un quartier de Londres très défavorisé, et comment cette transformation physique a eu aussi des ramifications en quelque sorte spirituelles. Le dernier, donc, c'est un livre que j'ai écrit donc, sur la question de l'esclavage énergétique. Alors, ça serait un peu trop long pour expliquer, mais vous pouvez lire le résumé sur notre site internet aussi. Voilà, et merci. Jean-François, c'est nous qui te disons merci. Ouais, merci. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre, de vous abonner, d'aimer, partager. Et on vous dit à très bientôt dans Sagesse et Morito. It is like a finger pointing away to the moon. Je vous invite à nous rejoindre sur YouTube et toutes les applis de podcast. Vous pouvez activer la petite cloche. On a un épisode qui sort le dimanche toutes les 2 semaines. On vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit, nous faire part de vos commentaires. On vous dit donc à bientôt pour cette saison de Sagesse et Morito. Youhou! Yes!